Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis ravi de retrouver Crébérard. C'est un endroit idéal pour faire de merveilleuses rencontres, se poser des questions et trouver peut-être les bonnes réponses. Alors merci au pasteur Monard et à son équipe pour avoir suscité cette conférence et pour son accueil toujours aussi cordial dans ce lieu magnifique. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Merci en particulier à notre amie Judith Montandon qui s'est démenée comme toujours avec une remarquable efficacité. Nous allons aborder ce soir quelques-unes des questions les plus fondamentales que se pose l'esprit humain depuis la nuit des temps. Au moins, disons, depuis 3 millénaires, bien sûr, en des termes différents suivant les époques. Ces questions touchent à l'existence même du monde, et donc à notre propre existence. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? D'où vient l'univers? Qu'y avait-il avant? Que savons-nous du grand balai cosmique, des objets qui peuplent le ciel? Se pourrait-il que l'univers soit guidé par un principe organisateur? Alors pour nous éclairer sur ces questions qui s'écartent parfois du strict domaine de la science pour confiner à la philosophie, nous avons avec nous ce soir un scientifique reconnu mondialement comme l'un des esprits les plus brillants de notre époque, l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan. Alors merci Tuan d'être avec nous ce soir, bien sûr. Trinh Xuan Tuan est l'homme de 3 cultures. Né à Hanoï, au Vietnam, il vit et travaille aux États-Unis et écrit ses ouvrages en français. Après ses études secondaires au lycée français de Saigon, Trinh Xuan Tuan a passé une année tout près d'ici, à l'école polytechnique de Lausanne. Il a rejoint ensuite en Californie le prestigieux Caltech, le California Institute of Technology, pépinière de prix Nobel, où il a étudié l'astrophysique. Et en 1974, il a obtenu son doctorat à l'université de Princeton. Depuis 1976, Trinh Xuan Tuan est professeur d'astrophysique à l'université de Virginie. Aujourd'hui, en réalité, il partage son temps entre les États-Unis et la France comme professeur invité à l'université Paris 7, à l'Observatoire de Meudon et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Trinh Xuan Tuan est un spécialiste de l'astronomie extragalactique, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de notre propre galaxie, qui est bien sûr, vous le savez, la Voie lactée. Ces articles, plus de 400, notamment sur les galaxies naines, font référence dans le monde entier. Et pour ses recherches, il utilise les plus grands télescopes au sol, qui sont au Chili et à Hawaï notamment, ainsi que dans l'espace. Et c'est grâce au télescope spatial Hubble qu'en 2004, il a découvert la plus jeune galaxie connue dans l'univers. Zwicky 183, c'est son petit nom. Non, Alors j'ajouterai pour terminer cette présentation que Trinh Xuan Tuan a toujours eu le souci de faire partager ses recherches au plus grand nombre. D'ailleurs, en 2012, l'Institut de France lui a décerné le prix mondial Chino del Duca en reconnaissance de l'ensemble de son travail visant à communiquer la science au grand public. Et en 2014, à la remise de la Légion d'honneur, le président François Hollande a loué, je cite, son engagement personnel exemplaire à la promotion de la culture scientifique et à la collaboration transatlantique dans le domaine de l'astrophysique. De fait, depuis sa première apparition en 1989 dans l'émission que beaucoup connaissent sans doute, Apostrophe, la fameuse émission Apostrophe de Bernard Pivot, Trinh Xuan Tuan est régulièrement invité sur les plateaux de télévision en France et à l'étranger. Et ses ouvrages, depuis le best-seller La Mélodie secrète, sont toujours très attendus. Alors le dernier paru, Plénitude du vide, fait d'ailleurs partie du palmarès des 25 livres de l'année 2016 du magazine Le Point. Et je peux vous annoncer la parution le 4 octobre aux éditions L'Iconoclaste du prochain livre de Trinh Xuan Tuan, Une nuit. Mais en réalité, la première sortie mondiale de ce livre, eh bien, c'est ce soir à Crébérard.
Il a été, d'ailleurs, les exemplaires que vous pourrez trouver tout à l'heure à la librairie ont été apportés dans la journée. Je ne sais plus qui l'a apporté de Cré-Bérard, mais c'est formidable. Aller faire un aller-retour de Paris. Voilà. Alors, Une nuit, c'est un ouvrage très illustré, mêlant observation du ciel et méditation sur le cosmos. Nous sommes aux îles Hawaï, à 4000 mètres d'altitude, pour une nuit sous l'un des plus beaux ciels de la planète. L'astrophysicien vient y cueillir la lumière des étoiles et nous l'accompagnons dans sa quête scientifique et nous le suivons quand il nous dit la beauté de l'univers et nous fait ressentir l'unité des choses. Poètes, peintres, écrivains sont également conviés dans ce bel ouvrage. Ils y livrent leurs peurs, leurs rêves et leurs espoirs, leurs intuitions spirituelles quand vient la nuit, témoignant ainsi que la science n'est pas le seul chemin qui mène à la compréhension du monde. À coup sûr, un merveilleux cadeau pour Noël. Alors, Toine, on ne se lasse jamais de regarder le ciel, même après des années d'observation? Oui, j'ai commencé ma carrière en 1970, il y a plus de 40 ans, vous savez, et j'étais alors un jeune homme, 19 ans, et donc j'ai eu mon éblouissement quand je suis parti donc, avec mon professeur de physique à Caltech pour observer le ciel au télescope qui était à ce moment-là le plus grand du monde, le Mont Palomar de 5 mètres. Et c'était c'était un éblouissement. Depuis, je n'ai jamais regretté d'être tombé dans la marmite de l'astronomie. Donc j'éprouve toujours ce frisson extraordinaire quand je vais au télescope à Hawaï, ou au Chili, ou en Arizona. Et cette immense connexion cosmique me relie à l'univers. Alors tout au long de cette soirée, nous allons voir que les progrès de l'astrophysique ont fait naître vraiment de nouvelles interrogations et sont à l'origine, on peut dire, d'une nouvelle vision du monde et de l'homme dans le monde. Alors nous rencontrerons des termes comme univers, bien sûr, galaxie, étoile, planète, comète, etc. Alors ces termes, comme l'étude du ciel, ne datent pas d'hier. Ces termes, on les connaît depuis longtemps. Mais Toine, comment, entre mythe et légende, et puis observation du ciel, objective, comment s'est construite notre connaissance du ciel? Oui, de tout temps, dans toutes les cultures, l'homme a toujours essayé de mettre un ordre à l'environnement, au monde qui l'entoure. Et donc, il y a 10 000 ans, l'homme pensait que tout ce qui se passait dans la nature était le produit d'interactions de Dieu. Vous savez, de leur amour, de leur haine, de leur guerre, de leur paix, etc. Et donc, ils ont construit des mythes de l'univers, donc à partir de ça. Par exemple, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, par exemple, l'univers mythique égyptien. Donc les Égyptiens pensaient que la voûte céleste était le corps d'une belle déesse, la déesse Nout ici représentée, vous voyez, et les étoiles en fait c'était ces bijoux sur le corps de la belle déesse. Attendez, j'ai oublié de sortir mon pointeur, peut-être que je peux vous montrer des choses avec ce pointeur. Voilà. Donc, vous voyez... Donc, vous voyez ça, ce sont les étoiles. Donc ce sont les bijoux de la belle déesse. Et donc, le dieu Ra, qui est ici représenté, vous voyez qu'il est le dieu soleil, donc traverse le corps de la belle déesse, traverse la voûte céleste pendant le jour et revient la nuit dans les eaux souterraines. C'est pourquoi on ne le voit pas. Donc ça, c'est la représentation du ciel par les Égyptiens. Si vous allez en Inde, vous verrez donc que la création du monde, en fait, est attribuée à la danse Shiva, ici représentée. Donc en dansant, vous voyez, et en agitant donc, dans ces multiples... Ah, pardon, je pensais que j'ai avancé. En agitant dans ses multiples bras, donc ces tabourets, vous voyez, créent de la musique, et donc c'est en quelque sorte la musique de la création. Et le Dieu danse sur la forme prostrée de l'ignorance ici, dans une auréole de flammes. Ce qui est intéressant, parce que cette intuition déjà, vous voyez que l'univers était né dans un état extrêmement chaud.
Et vous verrez tout à l'heure, quand je parlerai du Big Bang, la théorie moderne de la création de l'univers, l'univers est parti d'un état extrêmement chaud, 10 puissance 32 degrés 1, suivi par 32,0 degrés. Et donc, voilà, donc ça, c'est la danse de Shiva qui reproduit l'univers, qui crée l'univers. Et puis, dans ma région du monde, dans l'Asie, vous voyez, ce n'est pas tellement des dieux qui créent le monde, mais en fait, l'interaction de deux forces polaires qui s'appellent le yin et le yang. Et donc, c'est l'interaction de ces deux forces polaires qui crée le monde. Alors, donc, ça, c'est l'univers mythique. Ça durera environ jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, au 6e siècle avant Jésus-Christ, au bord de la Méditerranée, dans un pays qui s'appelait Ionie et qui s'appelle maintenant la Grèce, il y a eu une poignée d'hommes extraordinaires qui ont l'intuition de dire qu'en fait, la raison humaine pouvait comprendre le cosmos et pas seulement les dieux. Il ne fallait pas s'abandonner aveuglément aux forces des dieux. Et donc, ils se penchèrent sur toutes sortes de problèmes, et en particulier sur la structure de l'univers. Alors, pour eux, vous voyez, l'univers était, donc, je vous montre maintenant, donc, l'univers était centré sur la Terre. Vous voyez, et tout tournait autour de la Terre. Nous étions le centre du monde. Alors, bon, à part l'ego humain, c'est une faute compréhensible parce qu'en fait, quand vous voyez la trajectoire du Soleil chaque jour, il se lève à l'est et se couche à l'ouest, et vous voyez le Soleil se déplacer, aller au zénith et puis retourner vers l'horizon, vous voyez, on pense naturellement que c'est le Soleil qui se déplace dans le ciel. Personne ne penserait, et c'est la vérité maintenant, on le sait, c'est la rotation de la Terre qui fait qu'en fait le Soleil ne bouge pas, au moins dans le temps d'une vie humaine, ne bouge pas dans l'espace, mais tout son mouvement est un mouvement apparent dû à la rotation de la Terre. Donc c'est la rotation de la Terre qui provoque le passage du jour, de la nuit, etc. Ce n'est pas le Soleil qui se déplace dans le ciel. Et donc, les anciens pensaient que le monde était centré sur la Terre et tout tournait autour de la Terre. Vous voyez ici, vous voyez le Soleil qui tourne autour de la Terre, et toutes les planètes aussi devaient tourner autour de la Terre. Alors vous voyez ici que ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, Vénus tourne autour d'un cercle dont le centre tourne lui-même autour d'un cercle qui est centré sur la Terre. Vous voyez ce qu'on appelle un épicycle, parce que les Grecs se rendaient compte, à mesure que les observations des positions des planètes devenaient plus précises, qu'un modèle purement géocentrique, où la Terre serait au centre et tout tournait autour de la Terre, ne marchait pas tellement bien. Il y avait quand même des déviations de mouvements, et les Grecs décidèrent qu'en fait, la planète ne tournait pas autour d'un cercle centré sur la Terre, mais autour d'un cercle dont le centre lui-même décrivait un cercle autour de la Terre, ce qu'on appelle un épicycle. Et on peut donc ajouter un nombre d'épicycles. En fait, je pense que le modèle final contient quelques 56 épicycles, des choses comme ça, pour tenir compte des mouvements des planètes. Et en général, vous voyez, en science, si vous devez compliquer le modèle pour essayer d'expliquer les phénomènes, ça veut dire en général vous vous trompez de chemin, parce que je vous montrerai tout à l'heure que la nature en fait suit des principes très simples, elle n'est pas compliquée en quelque sorte. Et donc vous verrez que ce modèle géocentrique bien sûr est faux, hein. Vous savez maintenant que le monde n'est pas centré sur la Terre, mais ce modèle géocentrique durera quelques 20 siècles jusqu'à la Renaissance, parce que le prestige des Grecs, surtout d'Aristote, qui soutenait ce modèle géocentrique, était tel que personne n'osait aller contre. Et donc, ici, vous voyez une gravure du Moyen-Âge. Par exemple, vous voyez donc le centre, la Terre bien au centre, et le Soleil ici, et toutes les autres planètes, vous reconnaissez les signes du zodiaque. Et ils ne savaient pas
il se demandait pourquoi les planètes ne tombaient pas sur la Terre. Donc, on pensait que les planètes étaient fixées, incrustées sur des sphères en cristal. Vous voyez, en cristal parce qu'ils doivent être transparents pour qu'on les voit dans le ciel. Et donc, pourquoi elles bougeaient? Alors, vous voyez, bien sûr, au Moyen-Âge, il y avait l'élément biblique aussi, parce que le savoir était entre les mains de l'Église, dans les monastères. Et donc, vous voyez ici une synthèse des éléments bibliques. Il va Dieu trônant dans l'Empyrée, donc une sphère qui est bien au-delà de la sphère extérieure des étoiles, et puis accompagné d'une armée d'anges. Et ce sont les anges qui, en véritable mécanicien du ciel, poussaient les planètes cristallines, vous voyez, pour que les planètes bougent dans le ciel, vous voyez. Donc, une vue qui nous semble bien risible aujourd'hui, bien sûr, mais les gens du Moyen-Âge, bien sûr, croyaient en ce modèle dur comme fer. Et donc vous voyez, chaque période a sa représentation du monde, bien sûr. Et donc, oui, peut-être... est-ce que quelqu'un peut éteindre pour essayer d'améliorer la qualité des diapos? C'est mieux, ça? C'est mieux ici aussi, peut-être? Et donc, voilà, donc, oui, c'est vrai, excusez-moi, parce que c'est, la qualité des diapos, bien sûr, dépend de l'illumination, et tout à l'heure, je vais vous montrer des photos du ciel qui sont superbes, et il faut vraiment de l'obscurité pour qu'elles apparaissent dans toute leur beauté. Bon, alors donc, l'univers géocentrique, et puis seulement en 1543, vous voyez, le chanoine polonais Nicolas Copernic décida pour la première fois de mettre donc, déloger la Terre de sa place centrale et mettre le Soleil à la place. Ici, vous voyez le Soleil brillant. Et donc, c'est un choc psychologique énorme pour le psyché humain, bien sûr. Pour la première fois, quelqu'un osait dire que l'univers n'est pas fait pour le seul bénéfice de l'homme. Il a fallu déchanter, quoi. On perdait notre statut. Oui. Hein, oui. Et, donc, voilà. Et puis il n'était pas le seul, parce qu'il y a Copernic, voilà. Galilée, Kepler, voilà. Newton, Darwin, tous ces gens-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Et bien sûr, vous savez, on ne badinait pas avec l'Église à ce moment-là. Et donc, bien sûr, ça, c'était de l'hérésie. Et donc, on devait brûler au bûcher. Parce qu'en 1600, déjà, l'Église avait brûlé Giordano Bruno sur le bûcher. Parce qu'il avait osé dire qu'il y avait existé d'autres planètes dans l'univers et qu'il y avait d'autres formes de vie et d'intelligence sur d'autres planètes. Et bien sûr, c'était hérésie et donc il fut brûlé. Nicolas Copernic, pourquoi il ne fut pas brûlé? Parce qu'il a publié seulement ça sur son lit de mort. Et donc l'Église ne pouvait plus rien faire contre lui. Et d'ailleurs, son éditeur lui a fait écrire dans son préface que, en fait, vous voyez, il pensait vraiment que la Terre était au centre du monde, mais pour calculer les choses, il valait mieux, il faut simplifier les calculs, mettre le Soleil au centre. Vous voyez, on peut pas couper en science, on ne peut pas couper la poire en deux. Il faut soit l'un, soit l'autre, mais pas couper la vérité en deux comme ça. Et donc, en tout cas, les germes furent semés de l'univers héliocentrique, donc le Soleil au centre du monde. Et depuis, la science n'a cessé de confirmer ce point de vue. En particulier, Galilée, dont vous voyez le portrait, voyons, c'est ici, voilà. Le portrait, donc Copernic était le premier, Galilée, qui est le premier à braquer un télescope vers le ciel, 1609, vous voyez, auparavant, tout le monde observait à l'œil nu parce que le télescope n'était pas encore inventé. Et avec ce télescope, un petit télescope de 2 mètres, de quelques centimètres de diamètre de lentille, il avait découvert déjà monts et merveilles. Donc, il a découvert, par exemple, que Vénus traversait des phases, comme les phases de la Lune, vous voyez, de la nouvelle Vénus jusqu'à la pleine Vénus. Et ça peut s'expliquer seulement si Vénus tournait autour du Soleil, pas autour de la Terre. Et puis, il découvrait aussi les 4 plus grosses lunes autour de Jupiter. Donc, voilà des corps qui tournent autour de Jupiter, pas autour de la Terre. Vous voyez? Donc, ces découvertes lui fit dire haut et fort
qui soutenaient la thèse copernicienne que le Soleil était le centre du monde, et vous savez ce qui lui arriva. Il fut traduit devant l'Inquisition. Le clergé disait que s'il ne renonçait pas à dire que la Terre, que le Soleil était au centre du monde, il sera brûlé. Et donc, ne voulant pas mourir sur le bûcher, il dut renoncer donc, à ses propres découvertes scientifiques. Et cela, en fait, marqua le début de la séparation entre science et foi, vous voyez. Parce que si l'Église peut dire comment nous allons au ciel, il ne peut pas dire comment va le ciel. Vous voyez, voilà, donc c'est vraiment le début. Mais en tout cas, des germes sont semés de l'univers héliocentrique. Kepler, dont vous voyez aussi le portrait, démontre les lois planétaires, donc avec le Soleil au centre ou à l'un des foyers de l'ellipse. En fait, les orbites deviennent elliptiques, mais plus circulaires. Et puis Newton explique pourquoi les planètes ne tombent pas dans le Soleil, donc avec sa théorie de la gravitation universelle, vous voyez. Donc il démontre que c'est la même force de gravité qui fait qu'une pomme tombe dans le verger ou qui règle le mouvement de la Lune autour de la Terre ou des planètes autour du Soleil. Donc, et puis, voilà. Et donc l'homme et depuis, l'homme s'est rapetissé de plus en plus dans l'univers. Et donc, oui. Et alors, donc, nous en arrivons au XXe siècle. Voilà. Et la théorie de la relativité, Einstein, la mécanique quantique, la théorie du chaos, on est sorti finalement du temps des certitudes. Hein. Alors, à la lumière de ces nouvelles approches de la réalité, quels sont les modèles d'univers maintenant que proposent les astrophysiciens? Oui, donc pour acquérir cette connaissance, donc, il faut maintenant avoir des données. Et vous savez, l'astronomie est la seule science où on ne peut pas faire des expériences. On ne peut pas recréer le Big Bang en laboratoire ou faire des étoiles dans des éprouvettes. Et l'espace était tellement grand, on ne peut pas aller sur place pour mesurer les choses. Donc, en fait, il faut un moyen à l'homme pour communiquer avec l'univers. Et ce moyen de communication, c'est la lumière. La lumière est le moyen le plus rapide pour communiquer avec le reste de l'univers parce qu'elle se déplace à la plus grande vitesse possible dans l'univers, 300 000 km par seconde. Tic, et puis la lumière, elle fait déjà 7 fois le tour de la Terre. Mais mais à l'échelle de l'univers, bien sûr, c'est une échelle de tortue. Alors moi, quand je vous vois la lumière, mais je vous vois seulement avec un délai d'une fraction de seconde. Mais quand je regarde les objets célestes, plus ils sont loin, plus la lumière met du temps pour nous parvenir. Donc, par exemple, vous voyez, la Lune qui est à 384 000 km, un peu plus de 300 000 km, donc qui est la vitesse de la lumière, kilomètres par seconde, qui est la vitesse de la lumière. Vous voyez, mais un peu plus la lumière de la Lune met un peu plus d'une seconde pour nous parvenir. La lumière du Soleil met 8 minutes pour nous parvenir. Vous voyez, la lumière de la plus proche étoile, 4,3 années. Donc, l'espace est très vite. Vous voyez, la prochaine étoile, il faut que la lumière ait 4,3 années pour nous parvenir. La lumière, la plus proche galaxie, qui est semblable à la Voie lactée, donc Andromède, c'est 2 300 000 années. Donc, vous voyez, la lumière qui parvient maintenant à mon télescope d'Andromède est partie quand les premiers hommes marchaient sur Terre, il y a quelques millions d'années. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça que l'univers, que l'astronome remonte le temps. Il regarde faible, donc il regarde loin, donc il regarde tôt. C'est comme ça, quand il devient historien, donc il retrace l'histoire cosmique et donc, moi, je me définis comme recueilleur de lumière. Voilà, c'est ça, avec des instruments de plus en plus sophistiqués. Donc, ma tâche, c'est vraiment d'aller recueillir la lumière dans les observatoires et je vous montre quelques... Oui, donc ici, c'est par exemple
l'observatoire de Kitt Peak dans le désert d'Arizona, près de Tucson, et j'utilisais souvent à mes débuts. Donc ça, c'est un télescope de 4 mètres de diamètre. Et bien sûr, les observatoires sont toujours sur des lieux privilégiés, loin de la pollution lumineuse, loin du bruit de la fureur des hommes. Il faut que le ciel soit clair pour vraiment communiquer avec l'univers. Donc ici, et puis donc l'un de mes sites préférés, ça c'est Hawaï, vous voyez, on est au-dessus du nuage, donc vous voyez le ciel clair au-dessus. Et ça, c'est 4200 mètres, donc il y a toujours beaucoup de migraines à travailler dans ces altitudes, mais bon, on se sacrifie pour la science. On dit que les chercheurs pensent plus lentement à cette altitude. Oui, le calcul mental, tout ça, ça devient une corvée, parce qu'il y a moins d'oxygène et le processus mental ralentisse, et donc, bon, tout ça, c'est pourquoi on essaie de tout préparer quand on était au niveau de la mer, vous voyez, à mon université. Et pour ne pas trop penser qu'on est à 4200 mètres, voilà. Et donc, bon, voilà, des télescopes du futur. Vous voyez ça, c'est un télescope européen qui va à 39 mètres de diamètre, qui va être... Donc, ça va regarder encore plus loin. Pour l'instant, les télescopes remontent le temps d'environ 13 milliards d'années. Parce que l'âge de l'univers est en 13,8 milliards d'années. Donc, on remonte à peu près au premier milliard d'années après le Big Bang, vous voyez. Donc, mais le premier milliard d'années reste encore mystérieux. Et on espère que ces grands télescopes qui vont être construits vont collecter de plus en plus de lumière, regarder de plus en plus faible, et donc nous permettre de plus remonter le temps et donc voir en direct la naissance des premières galaxies et des étoiles, les premières étoiles. Donc ça sera fabuleux. Et alors je dois vous dire aussi que en fait on pense à l'astronomie, quand on pense à l'astronomie, c'est surtout la lumière visible. Bon, traditionnellement, bien sûr, on a commencé par là, mais en fait l'astronome a conquis tout le spectre électromagnétique parce qu'il y a toutes sortes de lumières. Il y a des lumières invisibles aussi, donc la lumière radio, par exemple. Vous voyez les ondes radio qui transmettent vos émissions favorites à votre poste de télévision ou votre radio. C'est la lumière. Et il y a la lumière X, la lumière gamma, la lumière ultraviolette, tout ça. Tout ça nous renseigne sur les phénomènes de l'univers et il faut les capter tous. Et ici, je vous montre un télescope à Arecibo, Porto Rico, vous voyez, et j'espère que le récent ouragan n'a pas fait des dégâts, ce grand télescope, mais c'est vraiment un télescope de science-fiction, 300 mètres de diamètre, 100 mètres de hauteur, et bon, il y a des films qui ont été là, c'est l'oreille la plus sensible sur Terre. Si E.T. nous appelle, c'est ce télescope qui va pouvoir l'écouter. Il a été impliqué d'ailleurs dans la recherche d'intelligence extraterrestre. Voilà. On a émis des messages dans l'espace à partir de ce télescope et on écoute aussi certaines fréquences. Bon, mais on ne sait pas, bien sûr, où pointer nos télescopes et à quelle fréquence E.T. va transmettre. Donc, tout ça, c'est comme rechercher une aiguille dans une botte de fin. Pour l'instant, on est toujours seul dans l'univers. Donc, et puis, bien sûr, Hubble, que Dominique a mentionné tout à l'heure, que j'utilise toujours. Il y a toujours des données qui viennent et c'est fabuleux, hein, parce qu'il est au-dessus de l'atmosphère terrestre. Et vous voyez, l'atmosphère terrestre, c'est ici. La couche bleue, qui est notre flûte vitale. Hein. Et c'est grâce à ça que nous respirons, que nous restons vivants. Mais au-delà, l'espace devient noir, bien sûr, parce qu'il n'y a plus d'atmosphère. Et Hubble, donc, est un télescope qui est seulement 2,5 mètres, donc très très petit par rapport au télescope du Sol, qui est donc le plus grand maintenant, je vous ai dit, c'est à Hawaï, 10 mètres de diamètre. Et en tout cas, mais parce qu'il est au-dessus de l'atmosphère, il voit l'univers avec une telle netteté que, bon, il nous a révélé des mystères, des secrets, enfin, extraordinaires, qui a beaucoup avancé notre connaissance de l'univers. Donc, voilà. Donc, maintenant, donc, pour répondre ça, il faut que j'annonce quand même. Ça, c'est le télescope qui va prendre la relève de Hubble. Vous voyez, Hubble, c'est 2,5 mètres et
il a été lancé en 1979, donc il nous a rendu de bons loyaux services déjà pendant plus de 25 années. Vous voyez, et il continue toujours, c'est ça qui est extraordinaire. Mais quand l'électronique va se détériorer, et quand les panneaux solaires vont se détériorer, vous voyez, il n'y aura plus d'énergie pour que Hubble fonctionne, et puis donc il va mourir, et donc il n'y aura plus de télescope. Donc on a pensé à la relève déjà. Alors auparavant, bien sûr, il y avait des navettes qui pouvaient aller le réparer, mais maintenant, bon, le programme spatial de navettes a été éliminé aux États-Unis, donc on ne peut plus atteindre Hubble. Donc quand les instruments électroniques vont périr, il n'y aura plus de Hubble dans l'espace. Et donc il faut penser à la relève. Et donc en 2018, donc c'est seulement l'année prochaine, c'est pas très loin, il y aura ce télescope qui s'appelle James Webb Space Telescope, qui va être mis en orbite entre la Terre et la Lune. Et son diamètre, vous voyez, c'est 6,5 mètres. Donc déjà, donc comparé à 2,5 mètres de Hubble, c'est beaucoup plus grand. Donc lui aussi va percer, va aller jusqu'au temps, peut-être quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc ce sera vraiment fabuleux. On verra vraiment la naissance des premières galaxies et des premières étoiles en direct de la Terre. Donc voilà, donc voilà, avec tous ces instruments, vous voyez, allons maintenant à l'exploration de l'univers. Alors donc, on a parlé déjà du système solaire, vous voyez, et donc ça, c'est rien du tout, hein, parce que ça, c'est le Soleil, et le système solaire pour aller jusqu'à Pluton, qui marque, bon, ou peut-être Saturne, peut-être parce que Pluton n'est plus une planète maintenant, considérée comme plus qu'une planète, mais jusqu'à Neptune, c'est environ seulement 5 heures-lumière, donc c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout dans l'univers. Alors, donc, si notre Soleil n'est pas au centre du monde, l'ego humain nous dit que, bien sûr, non, si notre Terre n'est pas au centre du monde, l'ego humain nous dit que notre Soleil doit être au centre de la galaxie, au centre du monde, n'est-ce pas? Alors, patatras, on sait maintenant que nous vivons dans un disque donc, de rayon 50 000 années-lumière, vous voyez? Et c'est un disque de 100 milliards d'étoiles. Donc, il y a 100 milliards d'étoiles comme le Soleil. Et le Soleil n'est certainement pas au centre de la Voie lactée. La Voie lactée que vous voyez comme la forme d'une arche, vous voyez. C'est parce que nous vivons dans une forme de structure de disque. Et le Soleil, c'est quelque part une étoile de banlieue, quelque part par là, 27 000 années-lumière, autour du centre, vous voyez. Il fait le tour de la Voie lactée tous les 250 millions d'années, à 220 km par seconde. C'est-à-dire, au moment même où je parle, le Soleil nous entraîne, parce que nous tournons autour du Soleil, le Soleil nous entraîne à chaque seconde à 220 km à travers le milieu interstellaire, l'espace interstellaire. Donc, vous voyez, tout change, tout bouge aussi. C'est ce qu'on appelle l'impermanence de la Voie lactée. Alors, donc ça, c'était notre connaissance jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, on se disait, bon, si le Soleil n'est pas au centre du monde, mais la Voie lactée doit contenir tout l'univers. Donc, ça doit se réduire à l'univers. L'ego humain ne s'avoue jamais vaincu, bien sûr. Et donc, il y avait un débat au début du XXe siècle disant que tout l'univers se réduisait donc, à notre Voie lactée. Alors, Hubble, c'est maintenant l'astronome américain Edwin Hubble qui démontre qu'il y a d'autres systèmes de galaxies, d'autres Voies lactées au-delà de notre Voie lactée. Il mesure, par exemple, la vitesse d'Andromède, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il obtient justement quelques 2 300 000 années-lumière, qui est donc beaucoup plus grand que le diamètre, que le rayon de 50 000 années-lumière dont je vous ai parlé. Donc, cette galaxie est bien au-delà de la Voie lactée. Donc, tout d'un coup, l'univers se peuple d'une multitude de galaxies. Donc maintenant, on sait que l'univers observable contient 100 milliards de galaxies, chacune contenant 100 milliards de soleils. Alors, quand je dis 100 milliards, ça peut être 200 milliards, 300 milliards, hein, j'arrondis.
j'arrondis un peu, mais juste pour vous donner l'ordre de magnitude, c'est tout ça. Et donc, voilà, vous voyez, maintenant, où que je pointe mon télescope, vous voyez, je vois des galaxies. Vous voyez, par exemple, ici, c'est la galaxie Messier 51. Vous voyez, et ça, c'est l'apparence de notre Voie lactée si vous avez un vaisseau spatial pour survoler le disque de la galaxie. Vous voyez le bulbe ici, et puis les bras spiraux. Et le Soleil sera quelque part par là. Vous voyez, une étoile de banlieue qui fait le tour tous les 250 millions d'années. Voilà, donc des galaxies spirales disséminées un peu dans l'espace, des images de toute beauté. Hein, quand je vois ça, vous savez, je fais ce métier depuis plus de 40 ans, mais chaque fois que je vois ça sur mon écran de télévision, ça me fait toujours frémir encore. Hein. C'est vraiment des formes extraordinaires de beauté. Et voilà, donc des galaxies spirales, vous voyez, le bulbe de nouveau, des bras spiraux, des étoiles jaunes qui se forment. Enfin, il y a toute une évolution cosmique qui se déroule. Et alors pour vous dire qu'il n'y a pas seulement des galaxies spirales, mais il y a aussi des galaxies elliptiques dans l'univers, donc des formes elliptiques comme ça. Et tout ça, ce sont des collections donc, de centaines de milliards d'années, centaines de milliards de soleils, tous liés ensemble par la gravité. Donc, vous voyez, chacun de ces points est une étoile. Vous ne verrez même pas, donc, mais voyez, donc ce sont des systèmes qui peuplent l'univers. Alors, je vais vous montrer une dernière. Donc, Dominique a parlé tout à l'heure de 1,18, qui est celle-là, vous voyez. Donc, on a photographié ça avec Hubble et on a mesuré l'âge des étoiles dans cette galaxie. Et on trouve que l'âge en général très, 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 très bas. Par exemple, c'est seulement de l'ordre d'1 milliard d'années. Bon, 1 milliard d'années, en astronomie, c'est très peu. Vous voyez, parce que le Soleil, par exemple, il a un âge de 4,5 milliards d'années déjà. Et il va vivre encore 4,5 milliards d'années. Donc, dans 4,5 milliards d'années, il va mourir. Donc, son temps de vie, c'est 9 milliards d'années. Mais ici, vous voyez, donc, les étoiles se forment seulement il y a moins de milliards d'années. Vous voyez, donc c'est une galaxie bébé, j'appelle, une galaxie en train de se former et en train de naître. Et donc, pour moi, ces galaxies sont les briques de l'univers. C'est eux qui s'assemblent. Ce sont des galaxies naines, donc des petites galaxies. Des galaxies, donc au lieu de 100 milliards d'étoiles, peut-être c'est 10 milliards d'étoiles, vous voyez. Au lieu de 100 000 années-lumière, c'est peut-être 10 000 années-lumière de taille. Mais ce sont ces galaxies naines qui s'assemblent pour former les univers. Donc, d'où mon sujet de la recherche et je continue à observer ça avec Hubble. Ils sont très intéressants, ces galaxies. Voilà. Et donc, maintenant, ces galaxies ne sont pas disséminées aussi au hasard dans l'espace. La gravité les rassemble. Hein. La gravité est une force attractive. Et donc, ils s'assemblent en ce qu'on appelle des amas de galaxies, vous voyez. Sur cette image, qui est un petit coin du ciel, vous voyez des milliers... ça, il n'y a pas encore des milliers de galaxies, mais certainement des centaines de galaxies déjà. Chaque point, c'est des centaines de milliards de soleils. Vous voyez, chaque image lumineuse. Donc, tout ça, c'est... et puis, ce n'est pas distribué au hasard dans l'espace. Ils forment... donc, maintenant, ça... Je voulais vous montrer aussi un cliché très profond de Hubble. Ça a été un tout petit point du ciel, hein, qui est équivalent à l'angle que formerait, par exemple, une pièce d'un franc suisse, par exemple, qui serait à 10 mètres. Vous voyez, tout un petit temps comme ça, vous pouvez compter déjà 10 000 galaxies dans cette photo. Vous voyez, chaque point ici, c'est une galaxie, mais une galaxie lointaine parce qu'elles paraissent petites. Parce que ici, ce sont des tranches de temps et d'espace. Vous voyez, les galaxies qui sont grandes, bien sûr, sont beaucoup plus proches. Donc, elles nous apparaissent dans leur maturité. Tandis que ces galaxies qui sont tellement petites sont très lointaines. Donc, la lumière qui nous parvient maintenant est partie il y a très longtemps. Donc, nous voyons leur jeunesse quand ils étaient encore bébés. Donc, il y a des tranches d'espace et de temps, tout le temps en astronomie, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, vous voyez,
ça c'est vraiment... donc, où que vous pointez vos télescopes, maintenant, l'univers est rempli de ces systèmes, en fait. Mais alors, on se pose la question inévitable, là, fini ou infini? Parce qu'on va jusqu'où, comme ça? Oui. Donc finalement, vous voyez, mais il y a quand même des coins de ciel noir. Vous voyez, le ciel est noir. C'est pas... Parce que si l'univers était fini, complètement infini, il y aurait une infinité d'étoiles. Et s'il y a une infinité d'étoiles et de galaxies, le ciel sera... la nuit sera aussi brillante que le jour. Vous voyez, parce qu'on regardera donc, puisque le ciel est encore noir, vous voyez, vous regardez dehors, le ciel est noir, ça veut dire qu'il n'y a pas une infinité d'étoiles, et donc ça veut dire que l'univers ne peut pas être infini dans le temps. Et en fait, on sait, dans le temps et dans l'espace, mais on sait que c'est dans le temps qu'il y a la bonne réponse, parce que maintenant, on sait que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années. Tout à l'heure, je vais revenir sur ça. Vous voyez, il y a... En fait, le fait que la nuit soit noire contient dans cette nuit donc le début de l'univers, en fait. Ouais. Alors parlons justement du passé des débuts de l'univers. Hein. Ouais. Ton ami l'académicien Jean d'Ormesson affirme que l'histoire de l'univers, avec ses attentes et ses rebondissements, est un roman à couper le souffle. Alors, je pense que tu ne me contrediras pas si je dis que les astrophysiciens ont bien décrypté ce roman aujourd'hui. Tu nous le montres, mais que les toutes premières lignes, elles demeurent finalement définitivement plus ou moins illisibles. Alors on dit souvent que rien ne peut sortir du néant. Bon, dans ton dernier ouvrage, La plénitude du vide, on apprend pourtant que la matière dont sont faits les astres, les cailloux, les fleurs, et puis nous-mêmes, tout ça a surgi du vide. Du rien. Le vide plein, c'est pas le néant, hein, c'est le vide plein. C'est ça. La plénitude. La plénitude. Oui. Mais enfin, on parle du vide quand même. Oui, mais pas le néant. Voilà. Oui. Et tout ça s'est passé il y a 13,7 milliards d'années. Et depuis, on sait que l'univers gonfle, et il gonfle de plus en plus vite. Alors, finalement, quelle est la véritable histoire de l'univers à la lumière de la relativité, de la mécanique quantique, de toutes ces nouvelles théories très, très performantes? Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé il y a 13,7 milliards d'années? Parce que, est-ce que quelles preuves les astrophysiciens fournissent pour valider ce qui s'est passé, pour valider ce fameux Big Bang dont on va parler maintenant? Oui. Donc maintenant, je vais passer donc avec toutes ces découvertes de galaxies, tout ça. Donc, je voulais compléter ça pour dire que en fait, la distribution n'est pas aléatoire, vous voyez. Ce sont d'immenses filaments, ils forment des murs de galaxies qui entourent des vides. Tout ça, c'est des centaines de millions d'années-lumière. Hein. Donc, c'est tout ça, vous voyez. Et donc, ils forment une immense architecture qui est construite par la gravité, en fait. C'est structuré. Oui, c'est structuré. Donc, c'est pas aléatoire. Voilà. Oui. Donc, maintenant, voyons, avant de passer donc à cette complexité du nom, je voulais un peu résumer ce que j'ai dit, hein, juste pour vous. Allez. Donc voyons, donc une seconde lumière, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 300 000 km. Hein, une année-lumière, c'est déjà 9 000 milliards de kilomètres, donc c'est vraiment des distances astronomiques, bien sûr. Système solaire, donc 5,2 heures-lumière, la Voie lactée, donc c'est un disque de 90 milli-lumière, et donc la distance Soleil-centre, je vous dis, c'est 27, je pense que le chiffre maintenant c'est 27 000 années-lumière. La distance Soleil à l'étoile la plus proche, c'est 4,3 années-lumière, Proxima du Centaure. Et donc, vous voyez, la Voie lactée, Andromède, 2 millions d'années-lumière, les groupes de galaxies, 6 milliards d'années. Oui, les galaxies, par la gravité, s'assemblent en groupes. Nous, par exemple, notre galaxie est dans ce qu'on appelle le groupe local, qui contient Andromède aussi. Et puis, donc, les amas de galaxies, donc, je vous ai montré des images de galaxies, des collections de milliers de galaxies qui sont assemblées ensemble par la gravité, 30 millions d'années-lumière. Et puis, vous voyez, donc maintenant, pour l'univers observable, la lumière est partie il y a quelques... Maintenant, l'âge, c'est 13,8 milliards d'années. Bon, ces chiffres changent un petit peu parce que, on affine les choses tout le temps. Donc, voilà. Donc, maintenant,
revenons donc à cette histoire, dont tu m'as demandé. Là, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose ici. Il s'est passé quelque chose oui, là. Oui, oui. Visiblement. Bon, en tout cas, donc maintenant, essayons de construire une histoire à partir de toutes les données que les astrophysiciens ont assemblées. Et donc, je vais raconter l'histoire à partir, mais pas du temps zéro. Vous voyez que le temps le plus petit que j'ai marqué ici, en bas, c'est 10 puissance moins 43 secondes. Donc, c'est quand même très petit. 43, ça veut dire que le chiffre 1 vient après 43 zéros. Vous voyez, donc, mais ce n'est pas le temps zéro. Alors, pourquoi? Parce que il y a un mur de la connaissance que j'appelle le mur de Planck, d'ailleurs. Et donc, pourquoi on ne peut pas avancer notre connaissance jusqu'au temps zéro, au temps même de l'origine? Parce que, pour l'instant, vous savez, il y a deux théories physiques qui expliquent tous les phénomènes de l'univers. Donc, dans l'infiniment grand, c'est la relativité d'Einstein, donc qu'il a publié en 1915, au début du siècle dernier. Et puis, pour l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique qui a surgi aussi au début du siècle dernier, dans les années 1910 à 1930, des choses comme ça. Et pour l'instant, ces deux théories sont incompatibles. Parce que la mécanique quantique décrit le comportement des atomes, des particules subatomiques, etc. Tandis que la relativité décrit l'infiniment grand, le domaine justement des galaxies, des amas de galaxies, etc., de l'univers même. Mais pour comprendre le début de l'univers, on pense que l'univers était parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense. Vous voyez, chaud, c'est 10 puissance 32 Kelvin. Donc, vous voyez, c'est extrêmement chaud, très petit de l'ordre, justement, de 10 puissance moins 33 cm, qui est donc la longueur de Planck. Et donc, c'est l'infiniment petit, on pense, qui a généré l'infiniment grand. Donc, pour comprendre comment l'univers est né, donc, il faut allier l'infiniment grand avec l'infiniment petit, c'est-à-dire avoir une théorie qui unifie la relativité avec la mécanique quantique, ce qu'on appelle une théorie de gravité quantique, parce que la gravité, c'est celle qui contrôle en fait l'univers à large échelle, tandis qu'à plus petite échelle, vous avez les trois autres forces fondamentales, qui est la force électromagnétique et les deux forces nucléaires, fortes et faibles, qui est responsable donc la cohésion des atomes de matière. Et donc, vous voyez, et pour l'instant, on ne sait pas encore unifier les deux théories. Donc, c'est pourquoi il y a ce mur de la connaissance. Il n'y a pas de théorie de gravité quantique encore. Oui. Alors, ça veut dire finalement que dans cet univers qui est extrêmement petit, de la taille inférieure à la taille d'une tête d'épingle, beaucoup plus petit qu'un atome. 10 puissance moins 33 cm. Alors, ça veut dire que là-dedans, il y avait toute la matière qu'on a vue tout à l'heure, toutes ces milliards, la matière de ces milliards et ces milliards de galaxies était contenue dans ce petit... Oui, mais il n'y avait pas ni étoiles, ni galaxies, ni matière encore. C'était un vide, justement. C'est une sorte de soupe... Non, il n'y a même pas de soupe. Au début, c'est un vide, mais rempli d'énergie. Donc, il y avait un vide, mais rempli d'énergie. Et donc, c'est ce que je... Oui, voilà, c'est ça. Et donc, l'énergie va se convertir en matière et en lumière, justement. Donc, parce que, il y a une équivalence entre la matière et l'énergie. E égale mc2, en fait, c'est la fameuse équation d'Einstein de nouveau qui nous permet de comprendre ça. Et donc, cette énergie va générer toutes les particules élémentaires. Donc, maintenant, seulement, tu vois, seulement quand de l'ordre d'un millionième de seconde après le Big Bang, qu'on a cette soupe dont tu parlais. Parce qu'au début, c'était qu'un vide seulement. Oui. Et donc, il y a une soupe de particules élémentaires, donc surtout des quarks, qu'on pense être les briques basiques de la matière.
et des électrons et leur antimatière, des antiquarks, parce qu'au début, il y a matière et antimatière en quantité égale, vous voyez. Mais maintenant, il n'y a que la matière autour de nous. Donc, parce que s'il y avait matière et antimatière en nombre égal, ils s'annihileront et tout deviendra lumière. Et donc, il n'y aura que des particules lumière dans cet univers, mais pas de matière du tout. Et donc, puisque nous sommes là, l'univers a une préférence pour la matière. Vous voyez, donc, un milliardième de préférence pour la matière comparée à l'antimatière. Chaque particule a son antiparticule. Oui, mais sauf un. Ah oui. Il y en a un qui a réussi finalement. C'est-à-dire sur 1 milliard de particules, il y a d'antiparticules, il y a 1 milliard plus 1 de particules. Donc, 1 milliard de particules et d'antiparticules s'annihileront pour donner 1 milliard de particules de lumière, ce qu'on appelle de photons, mais il reste une particule de matière. Donc, et je sais ça parce que, bon, quand on compte maintenant le nombre de particules dans l'univers, vous voyez, et on sait qu'il y a une particule de matière pour 1 milliard de particules de lumière, des photons, qu'on appelle des photons. Et ça, on le mesure dans l'univers. Donc, on sait ça, qu'il y a une préférence. On ne sait pas exactement le mécanisme qui a fait que l'univers a basculé du côté de la matière, mais en tout cas, c'est grâce à ça que nous sommes ici pour en parler, parce que sinon, il n'y aura que de la lumière, un univers plongé dans la lumière. Donc, voilà. Donc, les quarks et les électrons, et puis les quarks vont s'assembler 3 par 3 pour former des noyaux d'atomes, vous voyez, et ça se passe environ à 3 minutes, pendant les 3 minutes de l'univers. Et puis, et entre-temps, l'univers va devenir, il y a l'expansion de l'univers, hein, il y a un bang, et puis tout l'espace va se diluer de plus en plus, et les galaxies vont s'éloigner les unes des autres. Et donc, l'univers se refroidit parce qu'il devient moins dense, il se refroidit, vous voyez, de 10 puissance 32. Déjà, il atteint ici le millionième de degré seulement. Et puis maintenant, et donc, après la formation du neutron, des neutrons, qui sont les noyaux d'atomes, l'univers ne pouvait former que l'hydrogène et l'hélium. Vous voyez, 3 quarts de la masse de l'univers était en hydrogène, donc c'est un proton. L'hydrogène est l'élément le plus simple de l'univers, et 1 quart, 25% de la masse de l'univers en hélium. Et l'hélium, c'est l'élément le plus simple après l'hydrogène. Son noyau est formé de 2 protons et de 2 neutrons. Et donc, vous voyez, si l'univers s'en est tenu à ça, nous serons pas ici pour en parler. Donc, il faut dire que ça, c'est une preuve du Big Bang aussi, parce que le Big Bang prédit que les 3 quarts de la masse des galaxies et des étoiles seront en hydrogène et environ 1 quart en hélium. Et c'est exactement la composition chimique que les astrophysiciens mesurent dans les étoiles et dans la galaxie. Vous voyez, c'est une des preuves fondamentales du Big Bang. Moi, je dirais, il y a la première preuve, c'est l'expansion de l'univers. Toutes les galaxies s'éloignent de nous, et ça, c'est la découverte d'Edwin Hubble. Et on le sait parce que quand des sources lumineuses s'éloignent de nous, la lumière est rougie. Et on voit que toutes les galaxies, la lumière des galaxies sont rougies. Et donc, on sait que tout s'éloigne de nous. Donc, il y a quelque chose qui fait que l'espace se dilue de plus en plus dans l'univers. Et puis, deuxièmement, donc, la formation des éléments, vous voyez, ça prédit environ 75% hydrogène et environ 25% hélium. Et ça, c'est la composition chimique qu'on voit dans les galaxies et les étoiles. Donc, vous voyez, la théorie du Big Bang, ce n'est pas quelque chose qui est fumeux, qui repose sur des préjudices ou des préjugés, etc., mais vraiment basé sur des observations très, très, très précises. Et la troisième preuve, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Vous voyez, l'univers était très, très, très chaud au début, et à mesure de son expansion, il se refroidit de plus en plus. Et donc, là, il y a ce bain de lumière qui est produit dès le début, et qui est partout maintenant dans l'univers, mais qui se refroidit de plus en plus. Donc maintenant, après, et quand l'univers, par exemple, atteint 380 000 ans, donc ça, c'est cet âge ici, l'âge
monte ici, vous voyez, 304 000 ans, les électrons se combinent avec les noyaux d'atomes d'hydrogène et d'hélium pour former des atomes. Et pour la première fois, vous voyez, la lumière peut se propager librement, parce qu'auparavant, les électrons étaient libres, ils entravaient le passage de la lumière. Donc maintenant, vous voyez, il y a ce rayonnement fossile, et on prédit que la température maintenant, après 13,8 milliards d'années, c'est seulement moins de 70 degrés centigrades. Vous voyez, c'est très froid. C'est la température que vous mesurez entre les galaxies, si vous allez. Mais pourtant, on a découvert ça, avec des ondes radio, parce que justement, les ondes radio sont la lumière qui est la plus faible en énergie. Et donc, on a découvert cette chaleur qui reste du moment de la création, en fait, qui est partout, même dans cette salle. Si vous avez un poste de télévision, vous savez, après la diffusion des émissions, si la station n'émet plus, mais vous regardez, il y a des points qui sortent. Environ 30% de ces points sont dus à des photons qui viennent du Big Bang, en fait. Donc, même dans cette salle, vous voyez. Donc, voilà. Oui, donc vous pouvez faire votre propre expérience, regarder la lumière qui vient donc, de notre origine, en quelque sorte. Alors ça c'est la lumière qui est apparue. L'univers est devenu transparent au bout de 380 000 ans. Oui, c'est ça, c'est la lumière. Donc elle n'interagit plus, elle voyage comme ça, elle se propage partout dans l'univers. Et c'est ce qui donne cette photographie, finalement. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ça. Oui. Alors, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la carte du rayonnement fossile par le satellite WMAP. Oui, donc ça... non, Planck, c'est Planck. C'est le satellite Planck maintenant. Oui. C'est le premier portrait de l'univers, finalement. Oui, c'est ça. C'est la plus vieille image de l'univers qu'on peut avoir. Parce qu'auparavant, à des temps plus reculés, les électrons n'étaient pas encore prisonniers dans les atomes. Et donc, ils entravaient la libre circulation des photons. Et donc, sans lumière, on ne peut pas prendre une photographie. Vous voyez, justement, c'est pourquoi on fabrique des grands accélérateurs, justement comme le CERN. Oui, le CERN peut recréer l'énergie du Big Bang jusqu'à 1 milliard, même 10 puissance moins 12, c'est-à-dire 1 millième de milliardième de seconde après le Big Bang. Donc, et ils prennent la relève donc, des télescopes, vous voyez, parce que la lumière, la plus vieille image de l'univers, comme tu l'as dit, c'est l'an 380 000 après le Big Bang. Donc tout ce qui est antérieur à ça, il faut des accélérateurs de particules pour reproduire les conditions du Big Bang, essayer. Donc c'est pourquoi les grands accélérateurs du CERN, dont vous avez certainement entendu parler, oui. Et donc voilà, donc c'est ça, c'est... Et donc, terminons. Oui, on voit des petits points rouges, des petits points jaunes, des petits points bleus. Oui. Précisément, voilà, qu'est-ce que ça représente? Ça, ce sont des fluctuations de température, et donc ce sont des semences de galaxies, en fait. Parce que si tout était uniforme, il n'y aura pas de galaxies, pas de structure, donc pas d'étoiles, donc pas de nous ici aussi. Donc il fallait des petites irrégularités, mais c'est très petit. C'est des fluctuations de température de l'ordre de 100 000. Dans 1 sur 100 000, des fluctuations qui sont très, très, très petites. Mais ça sert justement de semences de galaxies. Ça va attirer d'autres fluctuations de densité par la gravité qui vont grandir pour former les étoiles d'abord et puis les belles galaxies que nous voyons maintenant. Et donc, c'est très précieux parce que ça nous donne vraiment les conditions de l'univers à l'an 380 000 après le Big Bang. Donc, je termine quand même cette histoire. Donc, vous voyez, maintenant, on a des atomes, des nuages d'hydrogène et d'hélium. Et donc, maintenant, ces nuages d'hydrogène vont s'assembler de plus en plus sous l'effet de gravité. Et puis, ils vont s'effondrer sous l'effet de gravité pour former des étoiles. Parce que les étoiles, c'est quoi? C'est vraiment des boules gazeuses. Des boules gazeuses qui vont s'allumer à cause de réactions nucléaires. Et pour s'allumer, pour avoir des réactions nucléaires, il faut une température centrale au moins de 15 à 20 millions de degrés, vous voyez. Et donc, avoir une matière très dense qui s'effondre. Et donc, quand les boules de gaz s'allument, ça devient des étoiles. En fait, le Soleil qui brille maintenant, c'est juste un réacteur nucléaire au centre qui fusionne l'hydrogène en hélium, vous voyez.
Et la température du Soleil, par exemple, c'est 15 millions de degrés. Donc voilà, donc les étoiles, c'est eux qui vont prendre la relève du Big Bang et fabriquer tous les autres éléments. Vous voyez, jusqu'au fer au moins. Et puis pour les éléments plus lourds au fer, c'est pendant les supernovas. C'est-à-dire, les étoiles massives vont vivre quelques millions d'années, ils vont exploser. Et pendant l'explosion, il y a tellement d'énergie que d'autres éléments lourds sont formés. Et donc, toute la panoplie des éléments chimiques qui constituent l'univers, la table de Mendeleïev que nous apprenons tous sur les bancs de l'école, vous voyez, sauf l'hydrogène et l'hélium, c'est fait par la fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles. Donc, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Tous les atomes que vous voyez maintenant dans votre corps, vous voyez, c'est fabriqué par les étoiles. Sans les étoiles, nous ne serons pas là. Les étoiles sont nos ancêtres et ça veut dire que nous partageons tous la même généalogie cosmique. Nous sommes tous frères d'abord et sœurs parce que nous descendons tous les mêmes ancêtres, les cousins des bêtes sauvages et puis les lointains cousins des cocoricots des champs. Vous voyez, tout est unifié par justement ces mêmes atomes que nous partageons tous qui sont fabriqués à l'intérieur des étoiles. Donc voilà, donc maintenant, donc, vous voyez, les étoiles se forment, les galaxies se forment, et puis ils s'assemblent par gravité pour former les galaxies, vous voyez, et puis donc dans une de ces galaxies qui s'appelle Voie lactée, près d'une étoile qui s'appelle Soleil, la troisième planète, la vie surgit, vous voyez, 3,8 milliards d'années, une cellule primitive qui surgit dans les océans et qui vont devenir générer des insectes, des oiseaux, des chimpanzés, etc., pour mener à l'homme. Donc, vous voyez, et donc il y a 4,5 milliards d'années, c'est la formation du système solaire, donc 9,2 milliards d'années après le Big Bang. Et maintenant, nous sommes ici, vous voyez, nous avons conscience et nous ne savons pas quel est notre futur. J'espère que ça va durer encore longtemps cette histoire, mais au pas où nous traitons notre planète, malheureusement, les chances sont très diminuées. Donc voilà. Donc ça c'est l'histoire. Donc c'est une histoire de la pyramide de complexité. Vous voyez, elle partit d'un vide rempli d'énergie, il n'y avait rien, et puis peu à peu, à mesure que l'univers se refroidit, il y a la complexité qui se construit, atomes, matière, étoiles, galaxies, planètes, et puis vie et conscience, au moins une forme de vie et de conscience que nous connaissons. Donc voilà, donc... Alors, oui. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que, on a parlé de matière, pour toute cette matière qui s'apparaît quand même en quantité, on a l'impression de quelque chose d'inouï, enfin, la quantité de matière qu'il y a dans l'univers. Et pourtant, l'univers, ça n'est pas fait que de cela, et c'est même fait surtout d'autres choses. C'est ça qui est impressionnant. Oui, c'est très troublant. C'est très troublant. Oui. Donc il faut savoir que toutes les galaxies dont je vous ai montré, donc des centaines de milliards de galaxies qui peuplent l'univers observable, chacune composée de centaines de milliards de soleils, ne forment que 0,5%, 1,5% de l'univers. Vous voyez, c'est ça. La matière lumineuse, c'est seulement une toute petite tranche de ce gâteau. Vous voyez, alors on sait maintenant qu'il y a aussi 4,5, ce qu'on appelle des matières noires ordinaires, c'est-à-dire la matière formée de protons et de neutrons. Et ça, on le sait à cause de l'hélium. Enfin, c'est un problème sur lequel je travaille, l'abondance de l'hélium, parce que c'est fait de protons et de neutrons. Et en mesurant l'abondance de l'hélium, on peut déduire la quantité totale de protons et de neutrons. Et je sais que il y a donc, ça n'émet pas beaucoup de lumière, donc ce qu'on appelle la matière noire, mais ordinaire, vous voyez, faite de protons et de neutrons. Mais on sait aussi qu'il y a de la matière noire exotique, c'est-à-dire il y a de la matière qui doit être là. On sait qu'elle est là parce que sa présence empêche les galaxies de se disloquer. Parce que maintenant, je vous ai dit, toutes les étoiles tournent autour du centre des galaxies. Il y a une force centrifuge qui les
qui les amène à se disloquer, s'il n'y a pas une gravité qui les retient. Alors, or, les galaxies ne se disloquent pas. Ça veut dire donc qu'il y a une matière qu'on ne voit pas, mais qui exerce une gravité qui empêche les galaxies de se disloquer. Et c'est ce qu'on appelle la matière noire exotique, c'est-à-dire la matière noire qui n'est pas composée de protons et neutrons, donc la matière noire ordinaire. Vous voyez, on ne connaît même pas la nature de cette matière. On a essayé de faire toutes sortes d'expériences, on a espéré trouver des particules nouvelles dans les entrailles de l'accélérateur du CERN. Pour l'instant, rien. Vous voyez, donc, on ne connaît pas 27% de la matière noire exotique. Et puis, c'est pas tout, parce que Dominique, tout à l'heure, a parlé de l'accélération de l'univers. En 1998, donc à la fin du siècle dernier, il y avait 2 équipes d'astronomes qui voulaient d'abord en fait mesurer la décélération de l'univers. Donc on pensait que l'univers contient de la matière et de la lumière, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et ça exerce la gravité. La matière exerce toujours la gravité qui est attractive, donc ça devrait freiner l'expansion de l'univers. Donc ça devrait ralentir de plus en plus l'accélération de l'univers. L'expansion de l'univers devrait ralentir de plus en plus. Or, patatras, les astronomes découvrent le contraire. Au lieu de décélérer l'univers, l'expansion de l'univers a une accélération. Donc c'est comme dans votre voiture, hein, au lieu d'appuyer sur le frein pour stopper au feu rouge, vous voyez, c'est comme si quelqu'un appuyait sur l'accélérateur et la voiture, au lieu de ralentir, passe le feu rouge et brûle le feu rouge. Vous voyez, donc il accélère de plus en plus. Donc c'est ce qui semble arriver à l'univers. Il y a une force, maintenant pas attractive comme la gravité, mais une force répulsive, anti-gravité, dont on ne connaît aucunement la nature. C'est pourquoi on l'appelle l'énergie noire. Vous voyez, c'est un nom pour dissimuler notre ignorance. Mais en fait, les astronomes travaillent d'arrache-pied pour essayer de comprendre la nature de cette énergie noire qui constitue 68% du contenu de l'univers, mais pour l'instant, rien encore. Vous voyez? Donc, on ne connaît rien de 68%, plus 27% qui est quoi 95% de l'univers. 95% de l'univers nous échappe complètement. Vous voyez, malgré toutes nos connaissances, nous ne savons rien de 95% de l'univers. Donc, ça nous remet à notre place. Et les astrophysiciens ont encore du pain sur la planche. Je ne suis pas prêt d'être au chômage. Voilà. Oui. Alors, encore bien des mystères. Oui. Et l'histoire de l'univers, bien sûr, elle nous concerne, puisqu'elle débouche sur nous. Mais bon, on vient de le voir, les dimensions de l'univers sont extravagantes. On peut se demander, finalement, pourquoi tant de place pour loger notre minuscule berceau, notre planète Terre. Alors on a du mal, évidemment, à imaginer que l'homme est un lien cosmique particulier avec cet univers, avec un univers démesurément grand où il semble complètement insignifiant, il semble perdu, il semble petit. Alors, Toine, certains de tes collègues sont sans illusion, et ils sont véritablement face à cela désenchantés. Alors je pense notamment au prix Nobel Steven Weinberg, oui, dont on va vous lire un court extrait du livre Les 3 premières minutes de l'univers. Nicole. Quoi qu'il en soit, tous ces problèmes cosmologiques peuvent trouver leur solution. Mais, quel que soit celui des modèles qui s'avérera correct, aucun d'eux n'est très confortable. Les êtres humains ne peuvent pas s'empêcher de croire qu'il existe une relation particulière entre eux et l'univers, que la vie n'est pas seulement l'aboutissement grotesque d'une suite d'accidents remontant dans le passé jusqu'aux 3 premières minutes de l'univers, mais que, d'une certaine façon, nous fûmes conçus dès le commencement. Je me trouve, écrivant
ces lignes dans un avion survolant l'État du Wyoming, à une altitude de 10 000 mètres. En bas, la terre semble tendre, confortable, des nuages duveteux ici et là, de la neige rosissante au soleil couchant, des routes s'étirant d'une ville à l'autre à travers le pays. On a peine à croire que tout ceci n'est qu'une partie minuscule d'un univers écrasant et hostile. Il est plus difficile encore de réaliser que cet univers a évolué à partir de conditions initiales si peu familières qu'on peut à peine les imaginer, et qu'il finira par s'éteindre dans un froid interminable ou dans une chaleur d'enfer. Plus l'univers nous semble compréhensible, et plus il nous semble absurde. Mais si les fruits de notre recherche ne nous apportent aucun soulagement, nous pouvons trouver au moins quelques soulagements dans la recherche elle-même. Les hommes et les femmes ne se contentent pas de se rassurer avec des contes qui leur parlent de Dieu et de géants, ou de confiner leurs pensées dans les problèmes de la vie quotidienne. Ils construisent aussi des télescopes, des satellites, des accélérateurs, et ils restent assis des heures et des heures devant leur bureau à chercher la signification des données qu'ils ont assemblées. L'effort consenti pour comprendre l'univers est l'une des rares choses qui élève la vie humaine au-dessus de la farce et lui confère un peu de la dignité de la tragédie. Merci. Voilà. Alors, Toine, il y a chez Weinberg, comme chez d'autres d'ailleurs, de la désespérance face à un univers écrasant et hostile. Pourtant, nous serions des poussières d'étoiles, comme on l'a dit. Alors, est-ce que cet univers n'aurait pas un sens qui rendrait compte de ses dimensions extravagantes et puis de son hostilité, bien sûr? Oui, donc Nicole vous a lu la conclusion de Weinberg. Plus on comprend l'univers, plus il nous apparaît dépourvu de sens. L'univers est absurde en quelque sorte. Oui. Et aussi, je voudrais citer Monod, qui est l'auteur d'un ouvrage qui a fait date dans les années 70, qui s'appelle Le hasard et la nécessité, qui conclut donc que l'homme est perdu dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Donc tout est hasard, rien n'a de sens. Et donc, Blaise Pascal, qui ne connaissait rien du tout de tout ce que je vais raconter, parce qu'il parlait au XVIIe siècle, le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Donc, chacun pense que, ces trois scientifiques, grands scientifiques, ont une vue finalement assez désespérante du cosmos. Vous voyez que nous occupons donc une place si minime dans l'univers, comme je vous ai montré, hein, c'est vraiment un petit grain de sable dans le vaste océan cosmique, que nous sommes là par hasard, l'univers n'a aucun sens et que nous n'avons aucun rôle à jouer. Vous voyez, et donc, moi je trouve en fait cette vue trop désespérante, et en fait, je pense au contraire que la cosmologie moderne a réenchanté le monde. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir des années 60, on sait maintenant que nous sommes des poussières d'étoiles. On a démontré que tous les éléments, sauf donc l'hydrogène et l'hélium qui ont été faits dans le Big Bang, sont faits par les étoiles. Vous voyez, donc il y a une connexion cosmique entre nous. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que l'univers semble avoir été réglé de façon extrêmement précise pour l'apparition de la vie et de la conscience, ce qu'on appelle le principe anthropique. Donc ici, vous voyez, anthropique veut dire anthropos, homme, plutôt que, il ne faut pas confondre avec le principe, l'entropie, le deuxième lot qui est ENTROPIE, qui mesure le désordre dans la deuxième loi de la
les poussières d'étoiles, je voulais juste vous montrer des pouponnières stellaires. Vous voyez, les étoiles naissent constamment dans la Voie lactée, des objets de toute beauté. Ici, Orion, qui est une pouponnière stellaire. Vous voyez des étoiles jeunes qui apparaissent là, partout, et qui font leur alchimie nucléaire pour former les éléments dont la vie et la conscience sont faits, et d'autres, bon, ce sont des objets de toute beauté, hein, ça je ne peux pas résister au plaisir de vous le montrer. Ça c'est des étoiles jeunes qui naissent, donc des Pléiades, la Pléiade, et qui font leur alchimie nucléaire. Et donc ici, je ne peux pas m'empêcher de citer le poète William Blake, qui est un poète du XVIIIe siècle, et que j'aime beaucoup, qui a une intuition extraordinaire, vous voyez, aussi, qui parle de cette interdépendance du monde, que nous sommes tous liés ensemble. Donc voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Tout est interconnecté, et donc voir un univers dans un grain de sable, parce que le grain de sable contient des atomes de silicate qui ont été faits à travers plusieurs générations d'étoiles, vous voyez, et donc on voit l'univers dans un grain de sable. Donc tout ça, c'est l'intuition poétique qui aussi semble rejoindre la science moderne. Alors, pour donc parler plus donc, de ce principe anthropique, la cosmologie moderne a démontré que l'univers a été réglé dès son début de façon extrêmement précise pour l'émergence de la vie et la conscience. Alors je m'explique comment ça. Parce qu'il faut savoir que les propriétés de l'univers sont déterminées par une quinzaine de nombres qu'on appelle constantes physiques. Alors c'est quoi? C'est par exemple la vitesse de la lumière. Elle se déplace à 300 000 km par seconde au lieu de 3 mètres par seconde, par exemple. Alors pourquoi? On ne sait pas. On mesure cette vitesse avec une très grande précision, mais on n'a aucune théorie pour expliquer telle et telle valeur. Alors, il y a aussi, par exemple, la masse des particules élémentaires, la masse des protons, la masse des électrons. La masse des protons est 2000 fois plus grande que la masse des électrons. Pourquoi ça? On n'a aucune théorie. Il y a aussi la constante de gravité qui détermine l'intensité et la force gravitationnelle. Il y a aussi la constante de Planck qui détermine la taille des atomes. Enfin, ce sont des nombres, une quinzaine de nombres qui déterminent les propriétés du monde, qui font le monde tel qu'il est, vous voyez. La hauteur des arbres, la hauteur de la plus grosse montagne sur Terre, de l'ordre de 10 km, la taille des arbres, notre taille par exemple, vous voyez, par exemple si la constante de gravité était beaucoup plus grande, nous serons beaucoup plus petits, par exemple. Donc tout ça, ça détermine, les constantes physiques déterminent les propriétés du monde. Alors il y a aussi ce que j'appelle les conditions initiales de l'univers. C'est en fait les propriétés dont les faits ont doté l'univers à son berceau, en quelque sorte. Hein. Donc il est né avec certaines propriétés, comme par exemple le taux d'expansion initial de l'univers, comme par exemple la quantité d'énergie noire, comme par exemple la quantité de masse non exotique. Enfin, tout ça, c'est donné dès le début, et puis donc l'univers, ça détermine toutes les propriétés de l'univers, et donc en particulier, donc vous voyez le fait que les étoiles se forment et elles font leur alchimie nucléaire, et donc fabriquent les éléments nécessaires pour la vie et la conscience. Parce que si les étoiles ne se forment pas, il n'y aura pas de l'élément lourd, et donc l'univers serait vide et stérile. Par exemple, je vais vous montrer par exemple le réglage de la densité initiale de l'univers. Vous voyez, si la densité de l'univers est trop grande, l'univers s'effondre parce que la gravité est trop grande en Big Crunch en seulement 1 million d'années. Donc 1 million d'années, ce n'est pas assez de temps pour grimper la pyramide de la complexité pour fabriquer les étoiles. Donc si l'univers, vous voyez, est grand, à la fois dans le temps et l'espace, c'est pour avoir le temps de fabriquer des étoiles, fabriquer les éléments lourds, et donc de fabriquer la vie et la conscience. Et si la densité est trop petite, par exemple, parce que la gravité sera trop petite, il n'y aura pas de gravité pour faire s'effondrer les nuages d'hydrogène et d'hélium. Donc
pas d'étoiles et pas de galaxies, donc pas de vie de conscience non plus. Et le réglage est d'une pression 10 puissance moins 60. C'est-à-dire si vous changez la densité à la 60e décimale seulement, vous voyez, tout le reste laissant le même, vous changez à la 60e décimale, le dessin de l'univers bascule, il n'y a pas d'étoiles qui se forment et donc pas d'éléments lourds et donc pas de vie de conscience. Donc je donne toujours l'exemple que le réglage est aussi précis que la précision que doit exercer un archer si vous voulez planter une flèche sur une cible d'1 cm², qui est comme ça, vous voyez, mais qui serait placée aux confins de l'univers à 13,8 milliards d'années-lumière. Donc, vous voyez, c'est vraiment une très, très, très grande précision. Alors donc, je vais passer au choix métaphysique. Mais oui, parce que oui. c'est complètement stupéfiant, bon, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut se demander comment l'univers fait ce tour de prestidigitation, finalement. C'est ça, oui. Eh ben, est-ce qu'il faut invoquer le hasard? Alors, si on invoque le hasard, eh bien, cela veut dire qu'on a eu beaucoup de chance, on a tiré le gros lot. Certains de tes collègues parlent aussi d'une infinité d'univers à côté d'une autre. Puis nous, on aurait le bon, quoi. Et les autres seraient peut-être stériles. Ou alors, il faut invoquer la nécessité. Quelque chose qui règle l'univers dès le début. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, et je pense que vous aussi, c'est pour l'astrophysicien, qu'est-ce qui fait pencher la balance du côté du hasard ou du côté de la nécessité? Oui, et donc ça c'est maintenant un pari personnel, un pari à la Pascal. Vous savez, Pascal est l'un de mes héros, un grand scientifique, mais qui a profondément réfléchi au sens de l'univers aussi. Et donc, pour reprendre donc, les deux termes de Jacques Monod, c'est soit le hasard ou la nécessité. La science permet le hasard aussi, parce que donc il suffit d'invoquer une infinité d'univers parallèles, ce qu'on appelle un multivers. Et donc, ces univers parallèles auront toutes les combinaisons possibles de constantes physiques et de conditions initiales. La plupart, la vaste majorité, auront une combinaison perdante. Et donc, sauf dans le nôtre où par hasard, vous voyez, nous sommes dans le bon univers et nous sommes là pour en parler en quelque sorte. Mais il n'y a aucun réglage, rien du tout. Mais il faut postuler une infinité d'univers parallèles, ce qu'on appelle un multivers. Alors, je rejette l'hypothèse du hasard, vous l'avez deviné, parce que je ne crois pas d'abord au multivers, pour l'instant, hein, parce que il y a bien sûr des scénarios théoriques qui disent qu'il peut y avoir des univers parallèles, mais je ne vois pas comment on va pouvoir vérifier leur existence, vous voyez, et en science, pour moi, avec ma sensibilité d'observateur, si on ne peut pas vérifier avec des observations, la physique devient de la métaphysique. En fait, on peut spéculer à l'infini sans jamais avoir de preuve de quoi que ce soit. Et donc bon, je peux vous ici, par exemple, ça ici, c'est le multivers inflationnaire. Donc, on pense que, vous voyez, il y a une mousse quantique dans l'espace du début était tellement petit, ça fluctue dans tous les sens. Vous voyez, ce qu'on appelle une mousse quantique. Ça, c'est dans le vide plein dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et chaque fluctuation donne lieu à un univers, donc un univers bulle. Donc il y a des bulles partout qui s'enflent comme ça pour devenir un univers. Et nous sommes donc dans un de ces univers bulles, vous voyez, au milieu d'une infinité d'autres univers parallèles bulles. Et mais comme je vous dis, il n'y a aucune évidence que ça existe. Et nous avons déjà la peine à observer notre univers, vous voyez, parce que, bon, je vous ai dit, hein, on peut seulement observer l'univers, les objets dont la lumière a eu le temps de nous parvenir, donc il y a 13,8 milliards d'années. Il y a des galaxies qui sont plus loin, dont la lumière n'a pas encore eu le temps de parvenir, donc nous ne les voyons pas. Donc, nous avons déjà des problèmes pour observer notre propre univers dans son entier. Alors, observer des univers parallèles, c'est encore une autre question. Donc, pour l'instant, rien. Alors, il y a d'autres scénarios, ce qu'on appelle des multivers, des brans. On pense que ça, c'est dans ce qu'on appelle la théorie des cordes, un essai de théorie de gravité quantique qui unifie donc la théorie de gravité quantique, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui essaie d'unifier la relativité avec la mécanique quantique. Et
Et selon cette théorie, vous voyez, des cordes, parce que les particules ne sont pas des points mathématiques comme la théorie standard, comme dans la théorie standard, mais les particules élémentaires résultent de vibrations de cordes infinitésimalement petites, de 10 puissance moins 33 cm, qui vibrent, et chaque vibration donne naissance à une particule élémentaire. Donc ça, c'est une théorie de nouveau. Elle incorpore la gravité, mais pour l'instant, il n'y a aucune... Elle prédit aussi des dimensions spatiales extra, mais on n'a aucune évidence non plus. Donc pour l'instant, je rejette l'idée des multivers, vous voyez, soit des branes ou des univers bulles. Donc, alors si on rejette l'hypothèse du multivers et donc du hasard, on doit postuler un seul univers. Alors comment expliquer ce réglage très précis? Donc il faut un principe créateur pour régler les choses dès le début. Parce que sinon, comment expliquer que les choses sont réglées de façon tellement fine? Et donc, je parie donc sur un principe créateur. Alors pour moi, le principe créateur, ce n'est pas un Dieu barbu, personnifié, s'occupant des affaires, nos affaires quotidiennes, mais c'est un principe panthéiste qui se manifeste dans les lois de la nature. Vous voyez, c'est un principe à la Spinoza ou à la Einstein. Donc, ce n'est pas un Dieu personnifié. Et je cite ici Einstein, avec lequel je suis tout à fait en accord. Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non en un Dieu concerné par le destin et les actions des hommes. Voilà. Et donc, alors pourquoi je parie? Donc je dis, j'explique les raisons de mon pari pour la nécessité plutôt que le hasard. Donc j'ai déjà dit que, bon, si je parie pour le hasard, il faut que j'accepte l'existence d'un multivers. Donc la première chose, c'est que je n'accepte pas l'hypothèse du multivers, pas pour l'instant, il n'y a aucune preuve observationnelle que ça existe. Deuxièmement, je souscris au rasoir d'Occam. Occam est un philosophe du XIIIe siècle qui a énoncé ce principe de simplicité qui dit, en résumé, pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? Pourquoi créer une infinité d'univers parallèles, tous vides et stériles, juste pour créer pour en avoir un qui soit pourvu de vie et de conscience? Vous voyez, ça va à l'encontre du principe de simplicité. Et puis donc, maintenant, des arguments plus émotionnels, c'est la beauté de l'univers. C'est incroyable. Bon, il suffit de regarder, nous sommes dans un lieu magnifique, avec les lacs, les montagnes, le ciel. Mais aussi, quand je vais au télescope, tu vois ces formes extraordinaires. Je vous ai montré des pouponniers stellaires, des bras spiraux, des galaxies spirales, tout ça. Vous voyez que c'est vraiment des structures incroyables de beauté. Alors, pour moi, c'est difficile de croire que toute cette beauté n'est que le résultat de hasard complet. Vous voyez qu'il n'y a rien qui dicte tout ça. Donc, il y a la beauté, il y a l'harmonie, les lois ne varient ni dans l'espace et dans le temps. Toutes les lois physiques semblent être universelles. Vous voyez, la lumière que je perçois des galaxies qui est partie une dizaine de milliards d'années en arrière, vous voyez, a exactement les mêmes propriétés que la lumière que j'étudie ici dans mon laboratoire sur Terre, qui n'est rien, qui est un petit grain dans le vaste océan cosmique. Donc vous voyez, il y a une harmonie extraordinaire dans les lois physiques, et à mesure que la physique progresse aussi tout le temps vers l'un. Donc il y a une unité extraordinaire. Vous voyez, Aristote pensait que le ciel et la terre étaient gouvernés par des lois différentes. Il pensait que, par exemple, que le mouvement était rectilinéaire seulement sur Terre et circulaire dans le ciel. Il pensait que la Terre était le monde de l'imparfait, mais le ciel, le monde du parfait. Alors si le monde est parfait, vous voyez, on ne peut pas améliorer ce qui est... Si le ciel est parfait, on ne peut pas améliorer quelque chose qui est déjà parfait, donc tout doit être immuable dans le ciel, vous voyez, ce qu'on appelle l'immuabilité aristotélicienne. Bon, donc vous avez dit que Newton a unifié ciel et terre. Il a montré que c'est la même loi de gravité qui règle la chute d'une pomme dans le verger ou
le mouvement de la Lune autour de la Terre, le mouvement des planètes autour du Soleil. Et puis au 19e siècle, James Maxwell, un physicien anglais, a unifié l'électricité et le magnétisme, qu'on pensait être des phénomènes complètement différents. Il montre que ça fait partie du même seul phénomène, ce qu'on appelle l'électromagnétisme, et il unifie en plus l'optique, parce que les ondes électromagnétiques voyagent à la vitesse de la lumière. Vous voyez, et donc, il unifie l'électricité, le magnétisme et l'optique. Au XXe siècle, Einstein unifie l'espace et le temps. Newton pensait que l'espace et le temps étaient des entités complètement séparées. Einstein nous dit qu'ils sont étroitement liés, que nous vivons maintenant dans un univers à 4 dimensions, une dimension temporelle et 3 dimensions spatiales. Et puis maintenant, je vous ai dit qu'il y a 4 forces fondamentales. On essaie d'unifier ces 4 forces en une seule super force. Au début, par des théories, ce qu'on appelle l'unification, justement essayer de trouver cette fameuse théorie de gravité quantique qui unifierait les 4 forces fondamentales. Donc, à mesure que nos connaissances progressent, tout semble se tendre vers l'unité. Donc, beauté, harmonie, unité. C'est pour moi difficile de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens. Et alors, est-ce que nous allons vers une réconciliation des sciences et des spiritualités? Oui, donc je pense que la spiritualité essaie de faire de nous des êtres meilleurs. La science, bien sûr, l'objectif ultime de la science, c'est seulement la connaissance. Ça ne fait pas de nous des êtres meilleurs, mais la spiritualité, en dissipant l'ignorance, en tout cas dans le bouddhisme, la dissipation de l'ignorance fait de nous que nous ne nous attachons pas à des choses fausses, et donc ça diminue la souffrance quand on s'attache à des choses fausses, et donc ça nous rend l'esprit plus serein. Et donc la spiritualité et la science doivent marcher de pair. Et donc pour moi aussi, nous avons une responsabilité, bien que nous sommes rien par rapport à l'univers, mais par notre compréhension de l'univers, par notre appréhension de l'univers, nous donnons un sens à l'univers. Vous voyez, et donc il faut surtout ne pas créer du non-sens en rendant la Terre invivable et nous en auto-détruisant, parce que jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de vie et de conscience dans l'univers. Donc, E.T., bien sûr, fera l'affaire, mais pour l'instant, on ne sait pas s'il existe. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on risque est-ce qu'on connaîtra finalement, est-ce qu'on comprendra tout l'univers? Et est-ce qu'on aura, au-delà, est-ce qu'on peut espérer connaître un jour même la réalité ultime? Je pense qu'on peut tendre vers ça, mais je ne sais pas si vraiment on va résoudre tous les mystères de l'univers. Vous voyez, la science, c'est comme une hydre-amité dont on occupe une, mais 1000 autres surgissent. Et donc, on va s'approcher peut-être du but, mais je pense que la mélodie restera toujours secrète. C'est le titre de mon premier ouvrage, d'ailleurs. Il y aura une mélodie, certainement, une harmonie, mais je ne pense pas que l'homme pourra vraiment tout comprendre, tout déchiffrer. Mais bon, mais c'est justement le challenge. Je pense que le monde sera très, très ennuyeux si on connaissait tout. Donc, de toute façon, c'est un challenge pour le chercheur que l'univers regorge tellement de mystères. Donc voilà, donc je voulais terminer seulement en citant de nouveau mon héros, celui qui m'a inspiré pour aller dans la science. Vous voyez, la religion du futur sera une religion cosmique. Elle devra transcender l'idée d'un Dieu existant en personne et éviter le dogme et la théologie. Couvrant aussi bien le naturel que le spirituel, elle devra se baser sur un sens religieux, né de l'expérience de toutes les choses, naturelles et spirituelles, considérées comme un ensemble sensé. Vous voyez. Il parle de réconciliation entre la nature et l'esprit. Merci. Voilà, merci.